Si vous vous sentez concerné par l'écologie, alors cet épisode va vous parler. Aujourd'hui, je reçois Alexandre Marquez, fondateur de Caprine Sport, une boîte qui veut que vous consommiez moins, mais mieux, de façon éco-responsable. Dans cet épisode, on va vous partager comment est-ce qu'on arrive à fabriquer un vêtement qui est éco-responsable, qui fait le moins de kilomètres possible et qui arrive à rester technique et durer dans le temps. C'est un épisode que je vous recommande de partager pour diffuser le message de l'éco-responsabilité et aussi pour faire connaître la marque lancée par Alexandre Marquez. Bonne écoute dans l'Instant Outdoor. Bon, alors aujourd'hui je suis avec Alexandre et avec Alexandre, c'est une histoire assez incroyable parce que j'avais découvert le site Caprin avec les produits que tu fais. Yes. Et dans la même journée, j'ai été recommandé par Jérôme Jourdan avec qui j'ai enregistré l'épisode OUA. Qui m'a recommandé de t'interviewer et donc une espèce d'alignement des planètes le même jour. Comment vas-tu, Alexandre ? Eh ben, ça va très bien, François. Je te remercie de m'inviter sur le podcast. Et en effet, ouais, les planètes se sont bien alignées avec Jérôme. Bon, en l'occurrence, on a un peu triché parce qu'il était sur le bureau à côté. On en discutait justement de son interview et du coup, il t'a envoyé un message sur le coup. Donc, donc voilà comment ça s'est fait. C'est ça, le monde est assez petit et particulièrement le monde de la course à pied, du trail et en plus de l'entrepreneuriat dans ce milieu-là. Ouais, le bassin, on va dire rhône-alpin, il est plutôt pas mal. Et il y a pas mal d'entrepreneurs très sympas dans le domaine du sport. Ouais, puis je commence à avoir reçu pas mal là sur le podcast, donc il va falloir qu'il y ait d'autres projets qui se créent là parce que je vais arriver bientôt à court. Ah, je pense que j'ai quelques idées, on en reparlera après si tu veux. Très très bien, très très bien. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît pour ceux qui ne te connaissent pas ? Eh ben yes, moi c'est Alexandre Marquez, du coup j'ai 30 ans et j'ai fondé il y a de ça un an Caprin. Et Caprin c'est quoi ? C'est une marque de vêtements de trail 100% made in France. Donc tout est fait du fil jusqu'à la fabrication en France et je dirais même en Rhône-Alpes parce que j'ai pas un fournisseur qui a plus d'1 heure de route du siège donc de Grenoble et fabriqué à base de matières éco-responsables. Le but c'est d'utiliser le plus de matières qui détruisent pas l'environnement. Donc soit de la matière recyclée, soit du biosourcé donc d'origine naturelle. Trop cool. C'est un sujet, hein, l'environnement sur le milieu du running, du trail notamment, avec cette connexion à la nature et puis ce truc un peu contradictoire d'aller chercher la nature et puis en même temps consommer, polluer. Ouais, c'est complètement le paradoxe de base qui fait que au bout d'un moment on se dit tiens, en fait il y a quelque chose à faire parce que on est tous fans de montagne, on y passe tous nos week-ends énormément de temps. Et puis en fait, en face de ça, on a une consommation ou en tout cas une proposition de valeur qui correspond pas du tout à ce que nous on a envie de porter. Alors il y a des gens qui font pas forcément attention, il y en a d'autres qui font vraiment attention à ça. Donc après vraiment chacun évolue aussi à son rythme. Mais moi c'est vrai que dans ce côté-là, je dirais que il est apparu il y a quelques années, plutôt à la base. C'est plutôt d'ailleurs la façon dont on consomme, plutôt l'alimentaire. On commence à vouloir du circuit court. On essaye de limiter les viandes rouges pour prendre plutôt de la viande blanche, etc. Et puis petit à petit, ça vient souvent de l'alimentaire et puis ça se déplace dans d'autres secteurs. Et puis typiquement dans les vêtements, aujourd'hui, on sait que la mode, c'est hyper polluant. Et tout ce qui est fast fashion, on en parle tout le temps, d'ailleurs en ce moment, au moment des soldes. Et petit à petit, on commence à se renseigner sur comment ça se passe concrètement dans tous ces process de création des vêtements. Et puis on se dit qu'il y a vraiment moyen de faire mieux. Et puis de faire en cohérence et à côté de chez nous, quoi. Donc c'est vraiment le constat de base. Ouais, tu vois, je voyais un post hier de Nicole Ferroni Ouais, une humoriste. qui bâchait un peu Monoprix, qui faisait elle appelait ça du fouf washing en parallèle au greenwashing. Et en fait, les Monoprix vendaient plein de t-shirts pour militer pour le féminisme. Mais sur les t-shirts, c'était marqué Made in Bangladesh. Donc sûrement fabriqué par des femmes exploitées, sous-payées. Donc, ouais, ça fait de plus en plus mal, en effet, de voir ça. Moi, du coup, maintenant, je regarde vraiment tout le temps les étiquettes.
quand j'ai des potes en soirée, je prends leurs vêtements pour regarder un peu comment c'est fait. C'est marrant. J'ai complètement changé. Mais ouais, dès que je vois, c'est vrai que Bangladesh, c'est un des exemples. Il y a eu des catastrophes là-bas. La Chine, c'est pareil. Enfin, on regarde les compositions, les matières. Ouais, il y a du boulot, quoi. Hmm. Et alors, tu sais, moi, j'ai été éduqué avec des parents qui étaient très sensibilisés à ça. Mais tu vois, sur la Clio de ma mère, il y avait absolument tous les autocollants nucléaire, non merci. Excellent. Enfin, elle était dans toutes les manifs pour lutter contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Enfin, Ok. tu vois, très très investie Ouais. sur cette cause-là. Je pense elle a fait partie je l'embête souvent, je la taquine souvent avec ça. Je pense elle était en mai 68, elle était au devant, Excellent. tu vois. Donc très investie dans ce milieu-là. Est-ce que toi, c'est un peu le cas? T'as été éduqué aussi dans cette mouvance-là écologiste ou Eh ça t'est ben, venu un peu sur le tard? pas du tout. Moi, ça m'est complètement venu sur le tard. Mes parents, ils sont plutôt à pas faire attention à ça. Dans la famille, j'ai pas spécialement d'exemple de personnes qui militent plus que ça ou qui font attention à la façon dont ils consomment, voilà, même sur la partie alimentaire ou autre. Donc non, ça m'est plutôt venu, ça m'est venu un peu naturellement suite à des voyages, suite à des expériences où on se rend compte, typiquement quand on va en Asie. euh, on se rend compte de la pollution plastique et c'est choquant. C'est vraiment choquant. Moi, j'ai une image de la baie d'Along dans le Vietnam, qui est censée être un des endroits les plus beaux du monde, qui est d'ailleurs quand même magnifique en termes de paysage et de géographie, mais la baie d'Along, elle est remplie de sacs plastiques de partout. Enfin, c'est ahurissant. Et il y a des expériences comme ça où on se dit, bah ouais, en fait, c'est complètement fou. Et nous, on est consommateurs dans notre coin, entre guillemets, et on voit pas tout ça. On voit pas alors que ça existe et que c'est un vrai danger, quoi. Donc voilà, c'est ce genre de petit exemple qui m'a amené à ça. Euh, ouais, j'y suis venu un petit peu, petit à petit depuis des années, on commence à faire attention et de plus en plus finalement. Et, euh, et ouais, mais pas de militantisme particulier Hmm. dans ma famille, quoi. C'est plutôt moi maintenant qui passe pour, pour le mec qui fait gaffe à tout. Ah, c'est sûr, hein, en fait. Mais tu sais, souvent je me dis, l'écologie, c'est un vrai sujet de réflexion chez moi. Et, et tu vois, ma position un peu d'influenceur que j'ai eu Mm. que j'ai encore un peu, même si je fais moins de tests produits, etc., de choses Ouais, comme ça, parce que justement, il y a tous ces sujets-là. Enfin, tu reçois plein de produits. À la maison, j'ai une ouais, quinzaine de paires de chaussures. Au bout d'un moment, j'imagine bien. Ouais. tu te dis, qu'est-ce que c'est le sens derrière tout ça, quoi. Mm. Euh, Bah ouais, donc, enfin, c'est un terme qui presque deviendrait galvaudé, mais consommer moins, mais mieux, c'est un peu le cœur de tout ça. Alors on peut mettre plein de choses derrière, mais globalement, c'est un peu de dire, on n'a pas besoin de tout ce qu'on a, ou en tout cas, on a besoin d'un certain minimum, mais acheter parce qu'il y a des promos, par exemple, ça n'a plus de sens aujourd'hui. Déjà parce que les promos, ça veut plus rien dire, il y en a un petit peu toute l'année, mais parce que, en fait, les business models créés par les marques derrière, ils deviennent complètement incohérents. On surproduit énormément pour pouvoir tirer les coûts vers le bas, mais du coup, quand on tire les coûts vers le bas, on tire en général aussi la qualité. Et entre guillemets, les business models sont reposés sur ce modèle qui dit, si on vend en direct sans réduction, là, on a une marge qui est exceptionnelle. Si on passe par des distributeurs, on a quand même une marge intéressante. Quand on est sur des soldes et on fait du moins 50, on a une petite marge, mais on arrive encore à vivre. Euh, donc voilà, tout ce modèle-là, il fait que c'est plus viable aujourd'hui, quoi. Ou en tout hmm. cas, c'est un modèle qui marche et qui existe toujours, mais quand on se renseigne sur ça et quand on comprend un petit peu ce qu'il y a derrière, en fait, on se dit, mais qu'est-ce qu'on paye dans le produit, quoi? On fait que de payer des empilements de marge de différents prestataires, et plus la liste est longue et plus enfin, le produit vient de loin, plus en fait on paye pas le produit, mais la marge, quoi. Hmm. C'est hyper intéressant ce changement de modèle. Toi, tu viens d'où avant? Enfin, avant de créer Caprin, qu'est-ce que t'as fait avant? Eh ben moi je viens de absolument pas l'univers du textile. Je l'ai complètement découvert sur le tard. Ça fait 1 an vraiment que je suis dans cet univers-là. Moi auparavant j'ai fait quoi? J'ai été un peu touche à tout, mais globalement derrière mon master j'ai bossé un peu par hasard dans l'univers de l'informatique. Donc je me suis retrouvé pour une société de conseil à être commercial et à manager des équipes.
Alors au début, les équipes étaient petites, puis il y a 2 ans, quand j'ai quitté ma fonction, je manageais une équipe de 42 personnes, donc on commençait à être sur des grosses tailles d'équipe et un chiffre d'affaires associé qui était à peu près de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc rien à voir, vraiment commerce, management. Pour quel type Et d'entreprise? société de conseil en informatique, type, Ok. type un Capgemini par exemple. Ok. C'est le nom le plus connu, puis c'est une entreprise grenobloise, j'aime bien en parler. Donc, Local. ouais, exactement, c'est important. Circuit court, tout ça. Mais ouais, du coup, absolument pas du domaine. En tout cas, concernant le produit et la technique, on va dire. Donc là, j'ai vraiment appris énormément depuis 1 an et grâce aux fournisseurs qui m'ont juste appris tout le métier, le textile, toute la problématique du recyclage, etc. Comment c'est conçu. Et moi, je suis plutôt venu à ce projet Caprin in fine par le sport, parce que j'en pratique énormément, du sport outdoor. Alors du trail bien sûr, mais vraiment pas que ce soit du ski de rando, du ski de pentraide, un peu d'alpi. Je fais des triathlons. Là, j'ai fait mon premier Ironman cette année. Donc voilà, j'ai plutôt touche à tout dans le sport avec une grosse composante trail qui est un peu le biais par lequel je suis rentré, on va dire, dans le sport outdoor avec le ski alpin. Et du coup, voilà, les deux mondes se sont un peu mixés. Professionnellement, j'avais toujours eu envie de partir un petit peu dans le côté sport. Typiquement, on a des belles boîtes autour de Grenoble, notamment Rossignol, par exemple, pour ne citer que, mais on en a pas mal. J'avais essayé de postuler, ça s'était pas fait. Et puis un jour, on se dit, bah tiens, en fait, on a du temps, on peut monter un projet, et autant le faire sur des valeurs qui nous parlent. Et petit à petit, Caprin est né comme ça, suite à une sortie running où en fait, je rentre chez moi, je me dis, mais en fait, cette veste impair de trail que j'ai sur moi, en fait, là, je me dis, mais elle me coûte 350 euros, je crois, ou peut-être 300, je sais plus. Elle est faite en Asie, elle était faite au Vietnam, je crois, et je me dis, mais je suis sûr que je peux faire la même, mais en France. Donc un peu l'idée comme ça qui arrive en se disant, mais je sais pas, j'en suis sûr, et donc je vais essayer de prouver que c'est vrai. Et puis après, on s'entête, on passe des coups de fil, on commence à sourcer. Et au début, je me suis vraiment mis sur le projet en mode, tiens, j'ai une idée, je, je bosse un peu dessus, j'essaie de la valider, mais je pensais pas monter une boîte, quoi. C'était juste de me dire, en fait, ça m'intéresse et je me renseigne sur ce qu'on sait faire aujourd'hui en France. Est-ce qu'on sait faire des tissus techniques? Où on sait les faire? Est-ce que je peux les rencontrer pour leur poser des questions? Et puis en fait, de fil en aiguille, on se met à se dire que c'est possible, à rencontrer des gens qui sont top, qui nous montrent des produits qui sont vraiment excellents, techniquement parlant, en recyclé, etc. Et en fait, de fil en aiguille, on se met à se dire, en fait, je vais peut-être créer vraiment une première collection technique. Et puis ça naît un peu comme ça, quoi. Alors, l'histoire, elle est hyper belle, elle est hyper. Enfin, mais les habitudes des consommateurs, c'est quand même très compliqué à changer. Mhm. Et J'ai envie de dire, ouais, désolé, je te laisse finir tes questions. bah, vas-y. Le fait de se dire, je vais consommer peut-être un peu moins, mais mieux, et du coup payer plus cher, mais pour un produit qui va durer plus longtemps. Ce changement d'habitude-là, tu le ressens un peu? Comment c'est, Bah, comment je, tu je, prends la température? je le ressens complètement parce que finalement, la boîte serait pas née s'il n'y avait pas eu un peu ce changement de paradigme. Après, il y a une problématique aujourd'hui sur le Made in France, hein, qui est simple, hein, c'est qu'en effet, c'est des coûts qui sont beaucoup plus élevés et que malheureusement, c'est pas tout de suite accessible à tout le monde. Donc c'est aussi à nous, marques, de travailler sur le fait de proposer d'autres produits, d'autres types de produits, d'allonger la gamme pour aussi faire baisser les coûts. Là, moi, c'est vrai que sur une campagne de crowdfunding, on est obligé d'aller, enfin sur un démarrage, d'aller sur quelque chose de très différenciant. Donc là, moi, j'ai un produit qui est très différenciant, mais du coup, forcément, on est plutôt sur du haut de gamme et du plutôt cher. Mais ça, c'est aussi le marché qui veut. Et là, on essaie aussi de proposer des vêtements pour des gammes running, je dirais, un peu plus classiques, un peu plus standards. Et du coup, on s'adapte aussi à d'autres pratiques à la consommation. Et on peut aussi, du coup, proposer des produits qui sont plus accessibles. Donc, il y a un peu ce côté-là. Et après, je dirais que ça fait quand même aujourd'hui quelques années qu'on voit des belles marques qui se montent sur des belles valeurs, sur du circuit court, sur de la consommation responsable, du recyclé, etc. Ou des matières naturelles, hein, mais ça c'est encore, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est une autre question dans le choix des matières. Donc, je dirais que la température, finalement, elle était déjà là. On voit que ça change aujourd'hui, les modes de consommation changent. Et après, en effet, il y a toujours un petit risque à se lancer, à se dire, ok, moi j'ai cette intuition, j'ai cette idée, c'est confirmé par des cercles plus ou moins proches, parce qu'on
on monte un petit business plan, des petites études, des choses comme ça. Et, euh, et après, il y a un jour où en fait on se lance. Et là, moi, c'était la campagne de crowdfunding sur Ulule. Et ce jour-là, ça le coup près, quoi. C'est ça passe ou ça casse. Et puis on a bossé 6 mois, 1 an pour arriver à ça. Et puis on croise les doigts, quoi. Il y a quand même un moment où faut se lancer et puis on valide ou pas le business model. Donc là, il est validé et c'est cool. Alors justement, j'allais te demander comment tu t'y étais pris pour faire cette campagne de crowdfunding et qu'est-ce qui a fait qu'elle avait marché? Parce que pour tout te dire, là, je suis en train de créer un produit. Alors, ça n'a rien à voir avec du textile. Ouais. On sera pas en concurrence. Non, puis franchement, c'est galère, hein. Mais justement, je prends en fait là les conseils pour réussir Une campagne. une campagne, ouais. Il y a plein de petites choses. Déjà, c'est quand on entreprend quelque chose de nouveau, de novateur ou ce qu'on veut, ou juste juste son idée, souvent on a envie de la garder pour soi au plus possible et d'en parler au dernier moment. Faut faire attention avec ça, parce qu'on a peur de se faire voler d'idées ou plein de choses. Mais en fait, se lancer dans un projet, ça demande du temps, ça demande de la construction. Et finalement, le projet qu'on lance, on arrive à le lancer parce qu'on en a parlé autour de nous, parce qu'on l'a fait évoluer avec tous ces gens qui ont gravité autour de ce projet. Donc, il faut vraiment en parler. Il ne faut pas hésiter à se dire, oui, mais si j'en parle trop tôt, on va me piquer l'idée, quoi. Ça, c'est une idée reçue et il faut pas fonctionner comme ça. Je pense que le projet, il grandit et il devient viable parce qu'on en a pas mal échangé avec des personnes complètement différentes. Moi, j'avais mon idée en tête de ma première tenue de trail. Et finalement, je l'ai vraiment construite avec quand j'ai rencontré mon styliste, avec ma modéliste, avec les fournisseurs de tissus. Et donc, faut veiller à quand même avoir une équipe autour de soi avec des compétences complètement différentes. Et c'est comme ça que le projet, en fait, soi-même, on va le faire évoluer. Donc, il y a ça. Et puis après, faut construire le produit, il faut construire la marque, comment on veut se différencier. Ça, c'est plein de questions qui sont difficiles à répondre sans que je sache de quoi tu parles. Mais voilà, faut essayer d'impliquer le maximum de gens dans la démarche de création au début. Et moi, ça a vachement bien marché, notamment sur LinkedIn. J'ai quand même beaucoup de gens qui suivent le projet et en fait, qui ont été vachement énormément moteurs sur le démarrage. Enfin, c'était fou parce que je m'y attendais vraiment pas. Et en fait, c'est bien parce que ça booste vraiment. On se dit, tiens, si ça répond aussi sur les réseaux sociaux, que les gens ils rentrent en contact, etc. C'est qu'il y a quelque chose à faire, quoi. Donc il y a ce côté un peu communautaire, mais enfin, je pense que tu connais bien ça de par le fait même de créer des podcasts et du coup d'entretenir ça. Donc voilà. Après, il faut surtout, je pense, l'essentiel, c'est de créer un truc qui nous fasse plaisir, quoi. Faut pas se dire, j'essaye de baisser les coûts dans tous les sens. Faut vraiment se dire, en fait, si je veux de la qualité, j'achète des matières aussi qui sont chères, mais je sais que mon produit à la fin, il correspondra à la pratique ou à ce que je veux en faire. Donc voilà, ça, je pense que c'est important. Ouais, alors l'idée le produit, c'est un gobelet de trail, parce que j'ai vu justement plein de gens galérer, plein de trailers galérer au ravito avec des Ouais. gobelets, soit qui tiennent pas sur une table, soit qui sont rigides et tu peux pas les mettre dans un sac. Oui. Et puis moi, j'avais une solution, mais je trouvais qu'elle méritait d'être améliorée. Et donc je l'ai travaillé. Et justement, c'est ce que j'ai fait. Je me suis entouré de gens qui connaissent les matériaux, qui connaissent, parce que pareil, j'y connais rien en fait. Faut pas se mentir, j'y connais rien en silicone, quoi. Donc, tiens, on en discutera, je serai intéressé. Et c'est là où c'est important de comme tu dis, de parler, de s'entourer, de gens qui savent, d'avoir des bureaux d'études qui bossent autour de toi, qui te conseillent, parce que la qualité du produit, ce que t'attends du produit, tu le sais, c'est toi qui sais. Ouais. Eux, c'est là qu'ils savent pas. Mais il faut être exigeant sur le fait de, entre guillemets, de l'imposer. C'est-à-dire que souvent, on a son idée, quand on commence à en parler, plus ou moins nos fournisseurs peuvent nous orienter plutôt vers ci, plutôt vers ça, etc. Il faut toujours garder en tête que nous, ce qu'on veut obtenir, si c'est ça, on transige pas sur ce qu'on veut. Et notamment, là, moi, typiquement, l'exemple dans les vêtements, c'est que le pourcentage de matières recyclées qu'on me propose chez les fournisseurs, il est extrêmement faible. Donc ça veut dire que finalement, assez vite dans la discussion, au bout d'une heure, 1h30 de rendez-vous, on peut se retrouver avec tellement de tissus sur la table que on prend ce qui nous plaise, mais on fait plus gaffe à la matière. Et là, on voit qu'en fait, y a rien qui correspond au cahier des charges de base. Il faut faire gaffe des fois de pas aussi se laisser embarquer et de se dire, en fait, moi, ce que je veux, c'est vraiment ça. Donc en fait, on reste là-dessus, quoi. C'est extrêmement important ça d'écouter, mais en même temps de ne pas
prendre ce qu'on nous dit pour argent comptant Mmh. et se placer en tant que personne qui ne sait pas, ça pourrait être aussi une erreur parce que ça nous fermerait à aller s'ouvrir à d'autres qui auraient peut-être un autre point de vue, une autre idée, d'autres compétences, Mmh. Ouais, et quand complètement. Il y mmh a mh. il y a il y a il y a un peu des 2. Faut savoir, voilà, écouter et s'ouvrir parce qu'on peut pas être bon sur tout et quand on entreprend, bah, vu qu'on travaille et qu'on fait tous les métiers possibles dans la boîte, et ben, on peut pas enfin, voilà, on peut pas être bon partout. Donc faut savoir s'entourer, écouter et en même temps, de temps en temps, dire: «Bah, en fait, non, parce que moi, ce que je veux faire, c'est ça, donc faut aller vraiment sur cette piste-là». Donc il y a vraiment des 2 et il faut savoir un peu, ouais, jongler avec ça. Mmh. Et alors quels ont été les plus gros freins que tu as eu à la conception? J'ai pas eu 30 freins, je dirais pas que c'est des freins, alors, il y en ah si, il y en a quelques-uns quand même. Ah, il y a tellement de choses. Hem, En fait, bah, il y a déjà il y a des étapes qui sont extrêmement longues de prototypage et de modélisme, tout simplement parce que, enfin là, moi, c'est un produit qui est particulier, un vêtement de trail avec des poches à 360° autour de la taille. L'idée, c'est de se passer d'un sac de trail, sur des courses jusqu'à aller, 20-35 kilomètres, où on puisse embarquer avec soi quasiment 1 litre d'eau, sa veste impair, ses gourdes souples et cetera. Hem, donc en fait, c'est un vêtement qui est très cintré, très près du corps pour éviter tous les ballottements des objets dans les poches quand on court. Mais du coup, ça demande c'est quasiment du sur-mesure en fait. Et quand on veut faire du sur-mesure et qu'on doit faire du sur-mesure avec juste 4 tailles, donc S, M, L, XL par exemple, heu, et qu'on a autant de morphologie que de personnes dans la réalité, ben, des fois on a plein de choses aberrantes et on se dit: «Mais en fait, ça va pas aller, ça va pas le faire», enfin, on a des personnes qui font exactement le même tour de poitrine et le même tour de taille et il y en a un qui mettra du S, l'autre qui mettra du M. Donc en fait, créer des chartes là-dedans, bah, on est complètement perdu à force. Donc ça peut être, enfin, c'est assez frustrant et finalement, je n'avais pas vu que ça allait être une partie assez complexe, le fait de poser un standard sur des tailles, et ça nous a pris beaucoup de temps. Ça a retardé un petit peu le projet aussi. Et après, bah, il y a une autre difficulté, bah, ça a été de trouver des matières, éco-responsables en France. Parce qu'à la limite, il y a un moment où, bah, des fois, on nous propose des matières, bon, elles sont très bien, elles sont faites en France, mais elles sont pas éco-responsables. Donc après, où on met le curseur sur ce qu'on veut en termes d'éco-responsabilité? Le circuit court ou le recyclage ou les 2? Est-ce qu'on peut faire les 2 tout le temps? Donc ouais, trouver des matières, c'est pas évident. Savoir les compétences qu'on a en France, trouver les bonnes usines, trouver les bons partenaires, tout ça, c'est extrêmement dur. Donc je dirais que c'est pas tant des en fait, le plus dur, c'est de réunir son écosystème. Réunir Mmh. tout ce qui fait que tous les bons partenaires qui font que le produit sortira dans les temps, dans le niveau de qualité qu'on veut. Et c'est plutôt, c'est pas un frein à un instant T, c'est plutôt une difficulté, bah, que j'ai eue depuis quasiment 1 an maintenant et que j'ai encore sur la confection des nouveaux produits. Il y a un modèle dans le textile que je trouve, absolument génial, je pense que tu dois connaître, Oui. Asphalt. Ouais, ouais, super, super histoire Asphalt. Et j'adore leur mode de fonctionnement, Mmh. qui est basé, uniquement sur la précommande. Ouais. Est-ce que c'est un modèle, auquel tu as réfléchi? C'est un modèle auquel j'ai réfléchi, sur lequel pour l'instant, je pense que je me baserai pas, en tout cas pas uniquement. J'avais écouté un super podcast d'ailleurs sur le Chief Marketing Officer, le responsable marketing de Asphalt. On a peut-être Et écouté le même. ouais, c'est possible. Mais déjà, il disait que ce modèle, il l'avait fait sur la campagne Ulule en démarrant, que la campagne a super bien marché, et qu'ensuite ils étaient retournés sur un modèle classique pendant 2 ans, à faire un peu de stock, etc. Et que finalement, ils ont mis 2 ans pour se dire, ok, en fait, c'est notre modèle et on arrivera à le tenir. Euh, donc ils sont partis vraiment full dans l'aventure pré-vente au bout de vraiment 2 ans de vie d'entreprise. Euh, mais eux, ils ont un portefeuille produit possible qui est beaucoup plus large, parce qu'en gros, ils sont sur le vestiaire masculin. Donc en fait, il y a plein de pièces. Donc en fait, pour pouvoir vivre de ça, il faut quand même créer des collections. Là, ils sont quasiment à 2 collections par mois, je crois. Enfin, 2 vêtements par mois différents. Donc pour aussi générer du chiffre d'affaires, pour compenser les charges fixes qu'on a, etc. Euh, Là, aujourd'hui, de ma fenêtre sur le trail, vu le temps de conception, de R&D qu'on a, ça me permettrait pas de vivre, de fonctionner uniquement en précommande. Mmh, Donc, d'accord. parce que je mets beaucoup de temps à concevoir les produits, à les tester, etc. Et j'aimerais même en mettre plus que ce que je fais actuellement, euh, pour arriver à des produits vraiment à chaque fois, des versions bien finalisées. Et du coup, bah, je ne créerai pas non plus 10 vêtements par an encore.
Donc voilà, il y a aussi cette capacité à aller vite dans la R&D. Mmh. Puis il y a peut-être aussi un problème sur la cible, enfin, le potentiel de la cible, parce que cibler sur les trailers ou plus largement sur les runners, c'est peut-être plus restreint que les hommes. Oui, déjà, en termes de nombre de clients potentiels, on parle de... alors, si on parle des runners, en France, il y en a quasiment 15 millions qui en pratiquent, de façon occasionnelle à très intense. Les trailers, il y en a peut-être 10% de ce nombre-là, donc 1,5 million, on va dire. Mm. C'est assez grosso modo des chiffres, hein, je me base ça, sur des choses un peu empiriques. Mais du coup, oui, c'est clair qu'on ne parle pas de la même masse de personnes. Mais après, en termes de consommation, bah, finalement, un trailer, il sera tout aussi à même que n'importe quel consommateur d'attendre 3 mois si on lui dit que son produit il sera fait vraiment à la commande, qu'il n'y aura pas des surstocks et que c'est un bon produit. Et du coup, ce biais-là, bah, en fait, aujourd'hui, il n'existe plus tant. Les gens, ils se disent, bah, je fais une commande, mais je sais vraiment ce que je vais avoir. Ça va être du produit quali et fait à côté de chez nous. Donc c'est rassurant. Ouais, parce que, enfin, tu vois, j'avais fait une petite, un jour, une petite tenue pour la Planète Trail. C'était un truc qui m'avait éclaté d'avoir ça à faire. Enfin voilà, D'avoir j'avais pris conçu beaucoup de ça, plaisir à le faire. ouais. Et puis en fait, les gens, ça ne les dérange pas hein, d'attendre 2 mois pour avoir une tenue qui leur fait plaisir d'avoir. Bah ouais. Et en Ça fait, c'est ça fonctionne. qu'il faut valider en amont. C'est savoir que les gens, bah, ils seront dans cette optique-là parce que ils se disent ils vont avoir un truc qui sort de l'ordinaire, quoi. Et pas un produit qui coûte 10 balles et qu'on peut aller acheter dans n'importe quelle grande surface, quoi. C'est quoi une matière éco-responsable? Alors, c'est une très bonne question. Je pense que ce qui est assez dur à répondre, déjà, dans le choix des matières, il y a un choix qui est assez simple à la base, c'est naturel ou synthétique, déjà. On peut on peut se dire plus facilement, bah, la matière naturelle sera plus éco-responsable, ce qui, je pense, en tout cas de mon point de vue, est vrai. Et après, bah, il y a qu'est-ce qu'on veut faire et quels vêtements on veut faire. Donc c'est vrai que des matières naturelles pour faire des trails et potentiellement de l'ultra ou partir même 7-8 heures ou 48 heures en montagne, bah, faut pas qu'on se retrouve trempé au bout d'une demi-heure, 1 heure de pratique, quoi. Donc toutes les matières naturelles, elles ont un défaut, c'est qu'elles sont assez hydrophiles, donc elles se gorgent d'eau. Et à partir du moment où son t-shirt il est trempé, bah, déjà c'est plus agréable. Si on se retrouve en haute montagne et que il y a du vent, etc. Enfin voilà, c'est toutes les condis qu'on peut connaître et qui font que les matières naturelles, c'est quand même une complexité autre pour moi. Donc on est parti sur du synthétique sur le projet de Caprin, et quitte à prendre du synthétique, bah, c'est de faire en sorte que ça vienne pas des matières fossiles, donc de pétrole, parce qu'aujourd'hui le synthétique c'est du polyester, c'est du polyamide, c'est de l'élastane, et le but c'est de trouver ces matières-là, mais qui ont déjà eu une première vie. Donc d'avoir du polyester recyclé, qui a été, alors en l'occurrence là sur le maillot par exemple, il y a une partie qui est en polyester recyclé, c'est récolté, il récolte des bouteilles d'eau, c'est un partenaire qui est à Milan, donc à 350 km de Grenoble, et donc ils récoltent les bouteilles d'eau tout simplement dans la ville, hein, et ensuite il y a une usine qui transforme en fil, pardon, et le fil lui est transformé en tissu à Bourgoin-Jallieu, donc à 1 heure de Grenoble. Donc ça, c'est des matières qui sont pour le coup éco-responsables, parce qu'on n'a pas la même base, c'est-à-dire on n'a pas de pétrole et on n'a pas de forage à la base. Ou après, il y a ce que j'utilise notamment pour le short. Donc là, c'est ce qu'on appelle du biosourcé. Biosourcé, c'est-à-dire qu'en fait, ça vient d'origine naturelle, donc c'est une plante, donc c'est une plante le ricin qui fait de l'huile de ricin, et donc qui est transformée ensuite en fibre synthétique. Donc là, on sait que sur le process, eh ben, on a alors suivant si on parle de consommation d'eau, d'énergie, etc., on a une diminution en général entre 70 et 80% des impacts CO2 entre une matière synthétique et une matière synthétique recyclée ou biosourcée. Si, Non mais c'est complexe hein, comme sujet. Non, mais enfin, moi, je trouve ça passionnant comme tu peux, tu vois, trouver des solutions et comme au final, ce qu'on croyait établi comme technique, bah, en fait, il y a d'autres solutions et on arrive à faire mieux parce que c'est aussi l'objectif, hein, Ouais. c'est parce que si tu fais un vêtement éco, mais que techniquement, c'est pas terrible, qu'il dure pas, que bah, ça n'a pas d'intérêt. Ouais, après ça, il y a d'autres critères que l'éco-responsabilité, on est d'accord. Il y a la durabilité, il y a le soin que tu apportes aux finitions quand tu crées ta tenue. Et tout ça, ça fait en sorte qu'elle dure ou pas, plus ou moins.
Alors nous, on a essayé de faire des trucs assez pragmatiques, qui sont d'ailleurs tout bêtes et que on a eu d'excellents retours là-dessus. Avec chaque vêtement qu'on livre à nos clients, on donne ce qu'on appelle un petit kit de réparabilité. Alors ça, c'est le terme un peu marketing, mais en gros, ça veut dire quoi? On fournit un bout de tissu du tissu principal du vêtement en plus. En trail, ça nous est arrivé de glisser, de tomber, potentiellement de déchirer un t-shirt ou un bout de short. Et en fonction de l'endroit où c'est, on peut juste avoir envie de le jeter derrière. Donc là, nous, en fait, on offre un bout de tissu en plus, et il suffit d'aller au couturier juste en bas, on paye 5-10 euros et puis on rapièce le produit. C'est tout bête, mais en fait, au lieu de jeter son vêtement, on va le réutiliser potentiellement 6 mois, 1 an derrière. Donc la durabilité, ça peut être des choses très pragmatiques et qui peuvent aider à faire en sorte qu'on évite de consommer trop aussi de vêtements. Donc voilà, c'est comme l'obsolescence programmée, mais version vêtements, quoi. Donc il faut trouver des moyens de lutter contre ça. Ah, si les vendeurs de chaussures pouvaient se mettre à faire ça. Ouais, mais typiquement, je pense qu'il y aurait plein de choses à faire, mais dans plein de domaines. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que plein de clients me disaient, mais en fait, c'est tout bête, mais vous avez tellement raison de faire ça, quoi. Bah oui. Ouais, Là, quand tu m'as présenté, enfin quand tu m'as parlé de l'idée là, je me suis dit mais oui. Et puis il n'y a pas plus simple. Je veux dire, nous, on reçoit des morceaux de tissu qui font 1,50 m de large sur 100, 200, 500 mètres de longueur. En fait, on découpe juste pendant le patronage un bout en plus, quoi, qu'on met de côté. Ça nous coûte absolument rien et pour le coup, ça peut faire la diff à un certain moment, quoi. En fait, ça vous coûte le fait que du coup un client ne rachète pas un autre produit derrière. Oui et non, parce que des fois, il va déchirer son t-shirt puis il va se dire j'en prends un autre. Moi, je suis pas dans cette logique-là. Forcément, j'ai envie qu'il revienne chez moi parce que j'ai envie qu'il soit satisfait du maillot pour les caractéristiques qu'il a. Mais j'ai envie qu'il soit satisfait aussi parce que son maillot, il l'a utilisé. On est tombé pour X ou Y raison, on le jette. En fait, ça n'a aucun sens. Après, pour moi, c'est même plus du business, là, c'est juste de la logique. Et en effet, il reviendra pas tout de suite. Mais en fait, aussi à moi de le faire revenir pour d'autres choses, pour d'autres produits, pour d'autres spécificités. En fait, il reviendra pour les bonnes raisons et c'est Ouais, c'est ça. les meilleures raisons, celles-là. Il reviendra parce qu'il a un besoin et pas parce que je lui ai dit qu'il y avait une grosse promo. Typiquement, c'est vraiment le On y concept, revient à ouais. ces promos. Ouais. C'est un sujet douloureux sur le Made in France, les promos. D'ailleurs, je suis sur ton site là et je vois qu'il n'y a pas de promo. Et il y en a pas, non, il y en a pas. Non, c'est pas l'objet d'en avoir. Ça a créé plusieurs biais en fait. Ça a créé des biais où quand on commence à mettre des promos, ensuite les clients ils attendent uniquement qu'il y ait des promos pour commander. Donc ce qui peut en soi se comprendre en tant que consommateur. Mais aujourd'hui, on a un prix qu'on estime juste dans le sens où moi je fais des marges qui sont carrément moins fortes que tous mes concurrents qui fabriquent en Asie. Donc en fait, on a des coûts de confection, de R&D qui sont beaucoup plus importants. Et du coup, en fait, c'est juste qu'on essaie de rémunérer tout le monde dans la chaîne correctement pour arriver à un prix de produit qui reste haut de gamme mais pas déconnant sur le marché. Et du coup, le problème, c'est qu'on peut pas se permettre d'avoir des opérations de com en mode Black Friday à moins 40. C'est impossible. Ça n'a pas de sens. Donc voilà, si on veut aussi proposer des vêtements de qualité, le faire bien et pouvoir en vivre. Et quand je dis en vivre, c'est pas se verser un salaire, c'est juste se dire la société, il faut qu'elle puisse investir après la première collection sur je vais en faire une deuxième et je vais proposer une gamme éco-responsable et made in France et plus importante. Et donc voilà, il faut qu'on puisse acheter des nouveaux tissus, voir avec nos fournisseurs s'ils n'ont pas moyen d'acheter d'autres machines pour faire des vêtements plus techniques que ce qu'on a aujourd'hui, etc. Donc ça demande un petit peu de marge tout simplement et de pouvoir investir sur la suite. Et donc voilà, on n'a pas de promo pour cette raison-là, tout simplement. C'est un discours que j'entends de plus en plus, de dire que si je fais une promo, c'est que je dévalorise mon produit. Non, on le dévalorise pas tant, mais c'est une question de business model. Enfin, faire 10-15% de réduction, ça peut aussi inciter à avoir plutôt quelque chose de vertueux et on n'est pas en train de dévaloriser son produit. Il y a un côté aussi marketing, incitatif, ça peut se comprendre et peut-être que je serai amené à le faire. D'ailleurs, quand je suis sur des salons en général de trail, on propose un prix salon. Voilà, on le réduit de à peu près 15%. Mais voilà, parce que là, en fait, il y a aussi le côté, on est sur un salon, on a envie que ce soit incitatif, on a envie que ce soit sympa. Et puis, il y a le côté super des salons, c'est que les gens, ils peuvent venir toucher le vêtement, l'essayer. Et ça, c'est vrai que c'est la plus grosse difficulté quand on se lance, c'est qu'on est uniquement sur le web et on peut pas toucher le textile, quoi. Ça, c'est un objectif d'être en magasin ou dans...
Alors je sais pas si c'est un objectif, c'est une possibilité. Je suis en train d'échanger avec un certain nombre de distributeurs à ce sujet-là. Mais aujourd'hui, pareil, en fait, il y a un biais de business model qui fait que c'est compliqué. Donc on discute, on essaye de voir comment on peut s'y retrouver à ce que chacun puisse vivre dans un modèle où on a de la distribution. Aujourd'hui, le modèle de distribution en France, il est quand même basé sur des produits qui sont forcément faits quasiment à l'autre bout du monde. Donc c'est pas évident de se retrouver en magasin derrière. Et d'être présent sur des plus gros sites de vente en ligne running? Ben, ce sera très certainement le cas bientôt. Exclu Voilà. total. Exactement. Non, ça c'est vrai que ça peut être une solution pour quand même avoir de la visibilité et accéder à d'autres clients par d'autres biais. Donc là, on est en train d'échanger avec pas mal de marketplaces en ce moment pour inscrire nos Amazon? produits. Non, s'il vous plaît, pas ça. Non, pas Amazon. On essaye de rester dans quelque chose qui est pas déconnant, avec des belles valeurs. Orienté soit vraiment sur le sport, soit sur des produits éco-responsables ou de la conso made in France. Mais, euh, mais non, pas ça. Et c'est quoi la volonté après? Parce que tu as fait un maillot, un short, un tour de Mm, cou. mm. L'objectif, What's c'est next? de faire la panoplie complète du trailer. Alors, c'est une bonne question. Oui, forcément, d'agrandir la gamme, ça c'est sûr. Tout simplement parce que bah là, moi, j'ai un produit qui est très spécifique, vraiment orienté pour bah, les gens qui font du trail plutôt, de façon plutôt intense. Un débutant, il ne comprendra pas ou il n'aura pas forcément le besoin d'avoir des vêtements comme cela. Euh, du coup, c'est aussi bah, d'amener d'autres gammes pour d'autres types de pratiques. Euh, mais pas forcément une gamme complète. Les chaussures, c'est une vraie question, par exemple. Est-ce qu'on se lance là-dedans? C'est des projets qui sont beaucoup plus longs, c'est de la R&D assez importante. Ça peut être intéressant, mais c'est un autre business plan encore, donc c'est pas sur le tapis tout de suite. Par contre, oui, des produits plus techniques, comme des vestes impaires made in France, ce serait génial. Donc on essaye de bosser là-dessus, c'est pas évident. D'ailleurs, c'était le postulat de base que j'étais capable de faire une veste impair à 300 euros made in France. Bah, j'ai vite compris que c'était pas si simple que ça. Donc voilà, tout n'est pas comme on le souhaite et comme on voudrait, mais voilà, en tout cas, oui, d'agrandir la gamme, ça c'est clair. Après, c'est vrai que moi, bah, au final, entreprendre, c'est se faire plaisir. Moi, je me fais plaisir dans le trail, mais pas que. Du coup, il y a aussi peut-être d'autres sports qui m'éclateraient à concevoir des produits pour d'autres pratiques. Ouais, c'est ça, c'est d'aller ouvrir peut-être à d'autres sports et pas uniquement le trail. Ouais, complètement. Hmm. C'était un peu l'idée de l'instant outdoor, tu vois. C'était parce que je m'étais dit, parce que moi, mon sport, c'est le trail, c'est l'ultra, Ouais. c'est ma vie. Et je me suis dit, c'est dommage de fermer au trailer. Quand tu parles de, je sais pas, des effets du froid sur l'organisme, et ben, ça parle Mm. à un trailer, un cycliste, un alpiniste. Et puis, Ouais. rien que dans le nom, tu te fermes. Ouais, Et, complètement. Tu te et fermes à une niche, ouais. c'est ça. Et ça me fait penser, Caprin, c'est quoi Caprin. l'idée du nom de Bah, en comment c'est fait, venu? Caprin, c'est la famille des chamois, des bouquetins. Donc, en fait, c'était surtout pour symboliser le terrain de jeu dans lequel on utilise les vêtements. Moi, je cours du coup énormément autour de Grenoble et que ce soit dans le Vercors ou en Chartreuse, en fait, on en croise quasiment à chaque fois. Et puis, c'est un peu un emblème de nos montagnes dans les Alpes. Donc voilà, c'est un nom qui faisait bien référence à ce que j'aime dans la montagne, la nature, les animaux et le côté un peu sauvage. Et puis ça fait vraiment, voilà, ça fait un peu l'emblème alpin. Et c'est pour ça que pour la suite aussi, voilà, moi j'aime bien le trail et puis j'aime bien aussi le ski de rando, donc il y aurait peut-être des gammes qui vont se créer dans ce domaine-là. Donc pas tout de suite, mais ce serait mon envie en tout cas à terme. Hmm. Tu vois, tu viens d'apprendre un truc au breton qui est en moi. Je savais pas. Un nouveau mot. Je savais pas que ça faisait partie de cette famille. C'était le nom de la famille. Ouais, c'est les caprinés, exactement. D'accord. Ok. Bon, bah voilà. L'instant culture. Exactement, c'est important. Pour s'ouvrir à d'autres que les runners. Euh, très cool, très très cool. Et toi, du coup, ton année sportive, tu nous as dit que tu étais trailer. C'est quoi tes objectifs? Où est-ce qu'on pourra te croiser éventuellement sur quelle course cette Eh ben année? là, je l'ai pas encore défini pour 2022.
Tout simplement parce que là, j'arrive plus forcément à faire assez de sport comme je voudrais. La boîte me prend beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie. Et mon petit garçon de 2 ans aussi, il m'en prend tout autant. Donc le sport là-dedans, ça fait 3-4 mois que j'ai un peu de mal. Mais ça va se définir quand même parce que je peux pas fonctionner sans challenge. J'aime bien en avoir tout au long de l'année. J'en ai eu un gros sur août dernier qui était l'Ironman de Nice, de Nice, qu'est-ce que je dis, de Vichy, pardon. Euh, et, et j'ai connu quelque chose que j'avais jamais eu auparavant, c'est que mentalement, ça m'a quand même vanné. Et j'avoue que entre la boîte, la préparation d'Ironman et le petit, bah, je me suis retrouvé suite à l'Ironman, à avoir un manque d'envie énorme. J'ai eu besoin de faire une grosse pause. Et d'habitude, on se dit c'est toujours physique, c'est 2-3 semaines, etc. Et là, c'est plutôt le mental qui a lâché après l'Ironman, quoi, me dire il me faut une pause. Donc là, ça fait 2-3 mois, je suis un peu au ralenti sur le sport, mais je vais me remettre rapidement. Ça, je me fais pas trop de soucis. Putain, c'est incroyable, je suis en plein dedans aussi là. C'est vrai? Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, moi, j'avais jamais connu ça. D'habitude, c'est vraiment que physique. Et là, juste, j'avais plus envie, quoi. J'avais plus envie de sortir, faire tous les week-ends des sorties de 9-10 heures de vélo. Et ben, au bout d'un moment, ça rince un peu, quoi. Mmh. Ah ouais, ouais, on n'en parle pas beaucoup de ça. Euh, on en Ouais, parce parle que je pense qu'on n'est après pas. des gros objectifs comme ça, de cette espèce de lassitude d'après. Ouais, Mm. ouais, je voyais sur les dernières semaines, juste avant l'Ironman, je partais le matin, le samedi matin en vélo. Je savais que je devais faire au moins 150 ou 180 bornes. On sait que ça va durer un moment et on est sur le vélo, on n'a pas envie d'être là, quoi. Et là, on se dit, ouf, ça va être très long, ça va être très très long. Donc ouais, après cette période-là, moi j'étais super content, l'Ironman s'est bien passé, assez impressionné par la taille de l'épreuve, etc. Mais super souvenir. Mais c'est vrai que derrière, gros gros besoin de décompresser et même d'arrêter un peu le sport, quoi. Se concentrer un peu sur autre chose, donc notamment sur la boîte, passer un peu de temps avec le petit. Euh, mais bon, après, en général, c'est qu'une question de cycle et d'équilibre, et ça revient toujours, ça, c'est pas le souci. C'est là où je me dis que les athlètes élites sont vraiment des machines parce que pour arriver à s'entraîner tout le temps, toute l'année, durant Mm. des dizaines d'années, Ouais. pour Ouais, arriver des fois jusqu'à des Jeux Olympiques, des médailles aux Jeux Olympiques, enfin ouais. c'est. Ouais, je pense que en effet, c'est un autre monde. Je pense qu'ils sont déjà aussi bien accompagnés par les coachs mentaux, etc. Et en effet, il faut un gros mental et trouver du plaisir à répéter la même chose encore et encore. Ouais, je pense que ça demande des caractéristiques bien particulières. Donc ouais, bravo à eux parce que bah là en plus, typiquement, j'ai fait du ski il y a pas longtemps avec Ophélie David, qui est 7 fois championne du monde, qui a gagné 7 globes de cristal en ski cross. Bah ouais, c'est des personnalités qui sont particulières et hyper intéressantes, quoi. Hmm. Bah, tu pourras peut-être nous mettre en relation pour que j'ouvre moi aussi au domaine du ski. Et bah dès que je la recroise, avec plaisir. Voilà. Super. Mais le territoire grenoblois est assez riche sur ça, donc ouais, c'est plutôt cool aussi. C'est là où je me dis que, tu vois, le podcast a encore de belles années devant lui parce que quand à chaque fois que je rencontre des gens, ils me disent: «Ah, tu devrais parler à lui, à lui, à lui, à lui, à lui». Bah Et ça là, peut être si. vecteur de plein de noms pour toi, mais c'est clair que ouais, il y a plein de profils hyper intéressants, mais partout après, dans plein de domaines différents, l'entrepreneuriat, le sport ou complètement autre. Mais ouais, et puis ce format est top pour avoir le temps. C'est ça, c'est pour ça aussi que, tu vois, j'ai ouvert à l'entrepreneuriat parce que je trouve que c'est un public, bah, qui déjà je suis en plein dedans en ce moment avec plusieurs projets que je développe et du coup je m'intéresse au monde de la start-up, enfin tous ces sujets, de création de produits, de MVP, de levée de Mm. fonds, de gna gna gna, Ouais, bah ouais, tous les termes start-up, je comprends tout à fait. voilà. Et pour autant, je trouve que c'est un public, notamment dans le sport, qu'on entend très peu et qui ont toujours des belles histoires à raconter. Mm. Comment est-ce que tu organises ton temps? T'as des outils pour le faire? Parce que entrepreneur, c'est quand même Ouais, extrêmement chronophage. non, j'ai pas vraiment d'outils. Je pense pas être hyper bien organisé. C'est tout organisé dans ma tête et j'essaie de rien oublier. Donc ça, c'est une vraie question. Il faut que je m'outille un peu plus d'ailleurs, parce que je pense que enfin, au fur et à mesure que ça grandit, en effet, je commence à sentir qu'il y a des lacunes à des endroits. Non, c'est vrai que là, pour l'instant, je m'organise euh, vraiment à la volée. J'ai mes petits outils perso, mais ça reste de l'organisation comme une grosse to-do, quoi. Donc pour le moment, ça suffit.
Mais ça, c'est un de mes gros points faibles, hein, en termes d'entrepreneuriat ou même dans le sport. J'arrive jamais à suivre des plans d'entraînement hyper carrés, etc. C'est pas mon délire. Je suis plutôt à la cool là-dessus, sur le point de vue nutrition, sur le point de vue voilà, plan d'entraînement, etc. Et dans la boîte, c'est pareil. Bon, ça finit toujours par le faire et ça passe. Mais à chaque fois, c'est comme d'habitude, on se dit, ah, prochaine course, je serai quand même mieux entraîné, j'arriverai au taquet. Puis au final, on arrive de la même façon, à l'arrache, juste avant la course. Et puis ça passe. Faut prendre le coach, alors je sais plus le nom qu'il lui donne, le coach sévère là de Run Motion. Ah, ouais, je sais plus le nom, mais oui, je vois ce que tu fais. Il y a le philosophe, Ouais, je les ai rencontrés il y a pas longtemps, hein, les deux frères Adam. J'ai enregistré un épisode Ok. avec Guillaume Ah, je- et j'ai testé du coup leur solution Mhm. pour préparer la TDS et j'avais Ok. pris au début le coach philosophe et puis il me correspondait pas, fallait le mec qui te drive un peu plus. Mais être philosophe sur la TDS cette année, c'était peut-être pas une mauvaise idée finalement. Exactement. Voilà. Il fallait être s'armer de patience Ouais, ouais, et c'est ouais. clair. Mm, mm. Mais Donc bah écoute, on arrive déjà à 45 minutes d'échange. Est-ce que tu verrais quelque chose à ajouter peut-être pour clôturer notre conversation? peut-être, qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai oublié de te demander combien vous êtes dans la boîte. Je voulais te poser cette question. J'ai une alternante avec moi en ce moment, donc on est 2. Et elle est D'accord. arrivée il y a une semaine. Donc en fait, j'étais un petit peu tout seul jusqu'à présent. Alors j'ai tout seul, oui et non, parce que j'ai eu quand même des stagiaires qui m'ont assisté là, toute cette année. Donc il y en a eu 3, 4 qui sont passés, qui m'ont bien aidé sur différentes parties. Et donc là, un renfort en com là tout de suite pour préparer cette année 2022 qui va être bien intense en termes de participation à des événements, etc. Et donc des trails et en tant que marque. Et sûrement quelqu'un qui va me rejoindre aussi sur la partie confection textile pour bosser sur les prochaines collections, notamment la partie un peu hiver, sur l'hiver prochain. Donc 2, 3, et puis après la suite advienne que pourra. Ok. Mais ouais, l'enjeu en fait maintenant, ça va être de faire connaître la marque. Donc tout simplement, bon, il y a les réseaux, c'est très bien, mais aussi de participer à pas mal de trails cette année, d'être présent sur des stands en tant qu'exposant, de montrer nos produits, de montrer un petit peu l'histoire de la marque, ce qu'on a voulu faire, ce qu'on a envie de faire, tous les projets qu'on peut avoir, et puis de mettre en place aussi un système un peu plus de côté un peu ambassadeur, avec soit des profils athlètes ou entre guillemets voire pro, ou des profils comme toi et moi qui courons et qui nous faisons juste plaisir à courir. Donc je profite du podcast, hein, s'il y a des gens qui se reconnaissent dans ces valeurs, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on va mettre ça en place sous peu sur les réseaux. Donc voilà, d'avoir une dizaine, une vingtaine d'ambassadeurs et puis de leur passer des tenues et puis de co-construire aussi avec eux la marque, de tester les futures tenues, etc., d'avoir leur retour et puis de grandir ensemble, quoi. Hmm. C'est un vrai enjeu ça, hein, de réussir à construire une communauté et, et tu vois, il y a 4 ans et demi, quand j'ai créé La Planète Rail, j'étais mais vraiment convaincu que le digital allait remplacer un jour Mm. le contact humain. Et tu vois, le confinement m'a fait changer complètement d'avis Ouais, sur ce sujet-là. c'est pas faux. Euh, Ça a été peut-être le truc le plus positif de ce confinement. Ouais, c'est vrai, on se rend compte que finalement on peut pas se passer de contact, quoi. Mm. Mais c'est bien, c'est clair. Avec les cons qui changent pas d'avis, comme on dit. Et je me Exactement. suis trompé. Et au final, j'adore participer à ces événements et en fait, les rencontres que tu fais par le podcast, physiquement, Mm. en fait, ça remplace enfin, ça remplace fois 1000 un mail, quoi. Mm. Ah bah ouais, et puis ça remplace fois 1000 le fait de visiter un site internet, quoi, où, forcément le but du site c'est en soi de vendre, donc c'est logique. Mais finalement quand on rencontre quelqu'un sur un stand de trail, en fait on vend rien, on raconte juste notre histoire, on défend notre produit parce que on y a mis du temps et qu'on est sûr que ça apportera quelque chose. Et en fait l'échange il est 1000 fois plus intéressant et plus, enfin ouais, rien ne remplacera le fait de parler à quelqu'un et de lui dire juste en fait voilà, moi j'ai fait ça parce que pour telle ou telle raison, et si ça te parle, c'est top, quoi. Mm. Donc c'est pas de la vente, c'est juste un plaisir d'échanger avec tous ces runners, et en fait on est tous pareils, hein, on prend tous du plaisir à courir, et après voilà, il y en a qui ont besoin de matos technique, d'autres moins, et puis voilà,
c'est la vie, mais ouais, les échanges, c'est tout, quoi. Eh ben écoute, très très cool. Où est-ce qu'on renvoie les gens qui veulent en savoir un peu plus, Ben, ou te poser des questions ouais, carrément, on a notre site caprin-sport.com. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a toutes les infos, boîte mail partout, sur les réseaux. Moi, je suis ultra présent sur LinkedIn parce que j'adore ce réseau et bon, historiquement, je le bossais pas mal. Donc en général, je communique pas mal avec mes clients dessus, en MP, en post, tout. Enfin voilà, j'ai pas mal de retours aussi de mes clients sur ce réseau-là. Donc voilà, mais ouvert à tout et surtout, juste n'hésitez pas, quoi. Ça nous fait plaisir de répondre, que vous achetiez ou pas. Ça, c'est pas gênant. Donc juste, si vous voulez contribuer au développement de la marque et nous faire des retours ou des suggestions d'amélioration de vêtements, de choses, on est carrément preneur. Trop cool. Et ben ce sera dans la description du podcast. Super. Et puis bah écoute, je te souhaite un beau développement de ce beau projet qui a de belles valeurs et bon courage parce que c'est pas toujours simple de continuer de persévérer. Ouais, mais faut pas lâcher, jamais. Il faut jamais rien lâcher. Jamais. Pas le choix, faut y aller, quoi. Merci beaucoup François pour l'échange et pour l'invite et puis au plaisir de te recroiser, de recroiser tout le monde sur des trails prochainement. Yes, à bientôt. À bientôt, bonne journée. Au revoir. Cet épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu. Alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous. C'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instinct Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très très bientôt dans un prochain épisode.